Les médias occidentaux traditionnels se sont vivement insurgés contre les attaques massives menées par l'armée russe en Ukraine. Ils s'inquiètent également des fronts de Sumy et de Dnipropetrovsk. Que se passe-t-il exactement sur le champ de bataille en ce moment? Et à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, je veux dire, la Russie a déclaré que, Vladimir Poutine aurait eu une conversation avec Emmanuel Macron, et il a dit que, même si la Russie n'est pas opposée à une issue négociée, elle devra tenir compte des réalités, y compris la réalité territoriale. Et la réalité territoriale est la suivante. À l'heure actuelle, les exigences de la Russie sont que les 4 territoires de la Novorossia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk, dans leur totalité, appartiennent à la Russie. Et la Russie les occupera tous, y compris la rive droite de Kherson. Et en raison des actions néfastes des Ukrainiens, la Russie créera une zone tampon de taille appropriée. Et ce que nous voyons se produire à Sumy et à Dnipropetrovsk, c'est la Russie qui agit en ce sens, c'est-à-dire qu'elle avancera jusqu'à avoir créé une zone tampon entre ce qu'il restera de l'Ukraine souveraine et la mer Russie. L'Ukraine ne sera pas autorisée à avoir une frontière commune avec la Russie, parce que l'Ukraine a attaqué la Russie et la Russie ne permettra pas que cela se reproduise. C'est la réalité, et c'est ce que la Russie met en œuvre. Lors de sa conversation avec le président Macron, Poutine a dit la même chose. Nous allons traiter les causes profondes de ce conflit. Et l'une des causes profondes est bien sûr le comportement de l'Ukraine, son statut de membre de facto de l'OTAN. Et cela sera inversé. Donc je pense que nous allons voir des avancées dans ce sens. Mais la Russie ne va pas sacrifier inutilement des vies humaines. Elle n'en a pas besoin. C'est une guerre d'usure. Garland et moi avons eu cette conversation à plusieurs reprises, et je vais simplement le redire. À un moment donné, il y aura un moment culminant où la capacité de l'Ukraine à maintenir une défense cohérente sur l'ensemble du front diminuera jusqu'à atteindre 0, et vous assisterez à un effondrement. Et cet effondrement sera spectaculaire. Je continue de penser que la Russie a le potentiel de provoquer cet effondrement cet été. L'Ukraine a fait preuve d'une résilience remarquable au fil des années. Et vous savez, si la Russie n'est pas prête à mettre, vous savez, plus vous êtes agressif, plus vous subissez de pertes. Actuellement, la Russie a trouvé une formule gagnante qui minimise les pertes russes et maximise les pertes ukrainiennes. Et la Russie n'a pas montré de volonté de changer cela. Mais si la Russie décide d'appuyer sur l'accélérateur, elle peut précipiter l'effondrement, car cela créerait une équation mathématique dans laquelle les Ukrainiens perdent des ressources à un rythme bien supérieur à celui auquel elles peuvent être remplacées. Et à un certain moment, on atteint l'effondrement. Mais c'est une décision politique qui doit être prise, car pour y parvenir, pour appuyer à fond sur l'accélérateur, on va augmenter les pertes russes à un moment où je pense que le gouvernement russe ne veut pas modifier le soutien du peuple russe. Actuellement, les Russes se sont endurcis face à la réalité de ce conflit, y compris les frappes de drones ukrainiens en plein cœur de la Russie. Mais ils ont aussi trouvé un équilibre concernant le niveau de perte sur le champ de bataille de Demai, qui peut être accepté. Il faut comprendre que les pertes russes sont supérieures à celles que nous avons subies au Vietnam. Le Vietnam a brisé l'Amérique. Les pertes russes sont encore plus importantes que cela. Elles surviennent à une fréquence plus élevée qu'au Vietnam. Donc le peuple russe doit encaisser de vraies pertes sur le champ de bataille. Et je ne pense pas que Vladimir Poutine veuille modifier cet équilibre en faisant subir encore plus de pertes à la population russe. Surtout lorsqu'il dispose d'une stratégie gagnante et d'un électorat qui le soutient dans cette guerre. Je pense que les Russes vont simplement continuer comme d'habitude, par petits groupes, jusqu'à l'effondrement des Ukrainiens. Et cela pourrait arriver cette année, l'année prochaine, ou quand cela arrivera. Mais cela arrivera.
Nous venons d'entendre un membre du public dire que nous nous sommes trompés au sujet de l'Ukraine, qu'ils ont été bien plus difficiles à vaincre que ce que nous disions, et que la Russie subit des pertes énormes. Quelle est votre réponse à cela? Eh bien, je pense que c'est ça le point. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le Yémen. C'est l'armée proxy de l'OTAN la plus puissante jamais créée. Et à mon avis, la Russie l'a détruite 2 à 3 fois. En même temps, la Russie a démilitarisé l'OTAN dans le sens où la Russie, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais dans leur façon de combattre, qui est très lente, très prudente et continue, je pense qu'ils ont démilitarisé l'OTAN. Ils ont été très efficaces. Je veux dire, c'était une armée d'1 million d'hommes, et ils n'ont cessé d'ajouter des effectifs tout au long. Donc ne faisons pas semblant de croire que cela allait être une promenade de santé pour qui que ce soit, pour la Russie, etc. C'était toute la puissance combinée de l'OTAN, concentrée et focalisée sur la Russie en même temps. Il y a eu une attaque sur tous les fronts. Ajoutez les attaques terroristes. Il faut aussi inclure les attaques économiques, les efforts diplomatiques, essayer de faire en sorte que les gens arrêtent d'acheter des produits russes. C'était donc une guerre totale contre la Russie. Et j'irais même jusqu'à dire que, compte tenu de l'ampleur de cette attaque contre la Russie, ils s'en sont plutôt bien sortis. Et la manière dont la Russie mène ses combats signifie que, tôt ou tard, il était inévitable qu'ils finissent par gagner. Je ne pense pas que la Russie ait jamais eu un calendrier en se disant « il faut qu'on gagne à telle ou telle date ». C'était plutôt « nous allons faire les choses à notre manière ». Et au final, c'est existentiel et nous allons gagner. Je pense aussi que vous savez, à titre d'exemple, soi-disant les présidents Poutine et Trump se sont parlé aujourd'hui, et Trump a refait le coup habituel, vous savez, comme Macron. Quand est-ce qu'on peut obtenir une sorte de cessez-le-feu? Et apparemment, le président Poutine a simplement réitéré ce qu'il a toujours dit. Écoutez, il faut s'attaquer aux problèmes de fond, car ce sont ces problèmes qui rendent la situation existentielle pour la Russie. Et le véritable problème de fond, c'est que l'OTAN a toujours été un mécanisme pour détruire la Russie, afin que les pays de l'OTAN puissent entrer, prendre la Russie, la diviser en morceaux, se la partager et s'emparer de toutes ses ressources naturelles. La Russie le sait? Je le sais. Vous le savez aussi. Et la Russie sait que cela n'arrivera tout simplement pas. Donc je pense qu'au final, ce que nous voyons ici, c'est, je dois ajouter ceci. Je pense aussi que si la Russie ne savait pas déjà à quoi elle avait affaire, en regardant ce qui s'est passé en Iran, en voyant la complicité, en voyant ce qui a été fait, en utilisant diverses organisations comme l'AIEA, en utilisant des organisations internationales comme outil de l'impérialisme américain, en menant des attaques furtives depuis d'autres pays à l'intérieur du pays, en mentant et en disant que nous négocions un accord, alors qu'en réalité, nous cachions un couteau dans notre dos pour détourner l'attention pendant les négociations et pouvoir attaquer. Toutes ces choses, je pense, ont encore plus convaincu la Russie qu'elle doit tenir bon. Ils doivent faire ce qu'ils savent devoir faire. Et je pense qu'il faut surveiller le fait que la Russie répète sans cesse « Nous devons traiter les problèmes de fond ». Car les problèmes occupent même de problèmes l'Ukraine. Le problème de fond est un accord de sécurité globale avec l'Europe qui inclut, comme ils l'ont dit dès le début, le retrait de l'infrastructure militaire de l'OTAN de leurs frontières. Et je pense qu'au fur et à mesure que cela continue, ils vont à un moment donné remettre sur la table les points qu'ils avaient évoqués en décembre 2021, à savoir, il faut traiter la question de l'OTAN à notre frontière et de l'expansion de l'OTAN. Ils voudront en discuter, et l'Ukraine n'est pas la seule chose qui soit existentielle pour la Russie. Ce débat reviendra. Je pense aussi ceci.
Je ne serais pas surpris que, à un moment donné, on voit émerger une alliance militaire Russie-Chine-Iran d'une manière ou d'une autre. Avant, je pensais que ce n'était probablement pas le cas. Mais certaines choses que j'entends me laissent croire que non seulement cela arrivera, mais qu'en plus, pour faire taire les extrémistes, les têtes brûlées, comme on les appelle à Washington, ils devront le faire. Donc mon intuition, qui pourrait être erronée, est que ça pourrait aussi arriver à un moment donné. Eh bien, je veux dire, pourriez-vous lire la question dans son intégralité pour que je comprenne? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ici, il est écrit « Je viens en paix, mais vous vous êtes trompé sur l'Ukraine sans arrêt. Il semble bien plus difficile à vaincre que prévu. La Russie a aussi subi de lourdes pertes. » C'est une question absurde. Je veux dire, je ne veux pas m'en prendre à ce type. Il vous a donné 5 livres et 99 pence. Donc, j'espère qu'il continuera à soutenir votre cause. Mais il est clair que vous êtes quelqu'un qui n'a rien écouté de ce que j'ai dit, ni de ce que Garland a dit. Si à un moment donné, vous avez pensé que nous avions dit que l'Ukraine allait s'effondrer comme un château de cartes, surtout après les phases initiales de la guerre, je pense que tout le monde croyait que la Russie allait arriver et déclarer la guerre à l'Ukraine. Si la Russie avait déclaré la guerre à l'Ukraine, cette guerre serait terminée. Mais encore une fois, c'est quelque chose que votre question n'aborde pas. Ni France har en bestridsnor spécial et une guerre. Je ne veux pas être insultant, mais ne pose pas de questions si tu n'as pas fait tes foutues recherches. Personne ne pensait que ça allait être une opération militaire spéciale. Ce terme n'existait pas quand ce conflit a commencé. Tout le monde pensait que c'était une guerre, y compris le président des chefs d'état-major interarmés et le directeur de la CIA, sauf ceux qui savaient ce qui se passait, les gens de l'opération militaire spéciale. Eux comprenaient que ce n'était pas une guerre, c'était autre chose. Et il a fallu un certain temps aux Occidentaux pour s'y adapter. Il faut ajuster son cadre d'analyse, ce que j'ai fait. Et une fois que c'est fait, on se rend compte que la Russie n'a pas pour objectif la destruction physique de l'Ukraine. Si c'était une guerre, l'Ukraine n'existerait plus. Qu'est-ce que j'ai mal compris exactement? Peut-être le rythme des opérations. Je vous l'ai déjà dit, je suis un analyste très agressif qui croit, vous savez, à foncer à toute allure. Mais les Russes ne le font pas. Donc quand j'utilise mon cadre analytique pour faire des projections, oui, chaque fois que je me fie à un calendrier, je me trompe. Mais vous savez sur quoi je ne me suis pas trompé? Les résultats. La Russie est en train de gagner cette guerre. Je ne me suis pas trompé sur les chiffres. Les chiffres penchent totalement en faveur d'une victoire russe. Alors, où me suis-je trompé? La Russie a subi des pertes massives. C'est un terme curieux. Qu'est-ce qui est quantifiable là-dedans? Qu'est-ce qui définit un succès massif? La Russie subit des pertes. Mais vous savez que la Russie affronte un proxy de l'OTAN, une armée de 700 000 à 900 000 hommes, formée selon les standards de l'OTAN, équipée du meilleur matériel que l'OTAN possède, dotée d'un système de défense aérienne supérieur à tout ce que l'OTAN a installé. Et la Russie l'emporte haut la main. Personne ne parle de la campagne russe de suppression des défenses aériennes ennemies qui a commencé à l'automne 2022, pour arriver à la situation actuelle, où la Russie a littéralement neutralisé la totalité de la capacité de défense aérienne de l'OTAN, dépouillant l'OTAN de ses moyens. Et maintenant, il pilonne simplement l'Ukraine. Incroyable. Des frappes massives, vraiment? Oui. Quelques frappes de drones. C'est ça, une frappe massive. Où est la frappe massive dont tu parles? C'est la guerre. Le simple fait que les Ukrainiens soient capables de prendre cette technologie, de l'appliquer sur le champ de bataille et d'infliger des pertes à la Russie, c'est ce qui se passe dans une zone de conflit de haute intensité.
mais ne parle pas de frappe massive, à moins de pouvoir le prouver. Et tu ne peux pas. Au final, l'Ukraine est utilisée comme un proxy. Je me suis pas trompé là-dessus. Depuis le tout début, j'ai dit que c'était une guerre par procuration entre l'OTAN et l'Ukraine. J'ai dit ça en mars 2022. J'ai été mis sur la liste de la mort ukrainienne pour avoir dit cela. Comment osez-vous dire ça? Eh bien, c'est la vérité. C'est tellement vrai que le ministre ukrainien de la Défense a dû sortir et l'admettre. Et maintenant, les États-Unis l'admettent aussi. Je ne me suis pas trompé là-dessus. Donc, nous parlons ici d'une guerre. Ce n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est désormais devenu un conflit entre la Russie et l'Occident collectif. Votre question en tient-elle compte? Comprenez que les Russes et leurs bases industrielles de défense produisent plus que l'ensemble de la base de défense de l'OTAN. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui le dit. Me suis-je trompé là-dessus? Non, c'est une guerre. Comprenez que lorsque vous défendez l'Ukraine, vous défendez de véritables nazis. De véritables nazis, pas des nazis hypothétiques, mais de véritables nazis, les pires personnes au monde. Des nationalistes ukrainiens qui considèrent toute personne n'étant pas nationaliste ukrainienne comme sous-humaine. Sous-humaine. Vous êtes sous-humain, la personne qui a envoyé cette question. Ce sont des êtres humains horribles. Des êtres humains horribles. Et le gouvernement ukrainien adopte leur idéologie sans réserve, sans la moindre gêne. Et nous, en Occident, soutenons cela, ce qui signifie que nous sommes complices des crimes commis par les Ukrainiens. Et j'ai une conviction profonde. Le moment approche, et souvenez-vous, je le répète depuis le début, le moment viendra où les Ukrainiens ne seront plus en colère contre les Russes. Ils vont être furieux contre les États-Unis. Je sais comment ce jeu fonctionne. À un moment donné, ils ne diront plus les Russes, ils diront « espèce d'enfoirés ». Vous nous avez menés ici, vous saviez qu'on allait se faire écraser, vous nous avez laissés là, vous nous avez jetés dans une cage avec un putain de grizzly en nous promettant de nous aider, et puis vous êtes partis, nous laissant nous faire déchiqueter par l'ours. Ils seront furieux, et ils seront armés jusqu'aux dents. Et ils seront des réfugiés en Europe. Et partout en Europe, armés jusqu'aux dents, ils voudront se venger une fois que tout cela sera terminé. Ils vont accuser l'OTAN, ils vont accuser l'Occident, ils vont accuser les États-Unis. Et voici le problème. Ils auront raison. Il y a donc une forte possibilité qu'il y ait une guerre civile interne avec différentes factions qui s'affrontent en Ukraine. Mais au moins certaines d'entre elles, et je prédis que la faction nazie, vont s'en prendre aux gens en Europe, furieux contre les Européens. Ils prévoient, eh bien, une fois que tout cela sera terminé, que ces agents de la CIA et du MI6 poursuivent une guerre sale contre la Russie. Je pense que cette guerre sale sera dirigée contre l'Occident. Et je pense qu'ils seront furieux et qu'ils chercheront à savoir qui les a jetés dans une cage avec un ours. C'est mon avis. Je peux me tromper. Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'est ainsi que ça se passerait. L'importance de Luhansk. Vous savez, nous n'en avons pas encore parlé dans l'émission. Mais étant donné que Poutine évoque souvent les causes profondes, Luhansk et Donetsk ont joué un rôle majeur dans la prolifération et le déclenchement initial de ce conflit. Vous savez, le centre de ce conflit, le Donbass, est le terme collectif utilisé pour désigner Donetsk et Lugansk, deux régions très densément peuplées de russophones. Des personnes qui, même si elles étaient techniquement citoyennes ukrainiennes, s'identifiaient davantage à la Russie qu'à l'Ukraine. Et ce sont ces personnes-là qui, lorsque le coup d'État soutenu par la CIA a permis aux nationalistes ukrainiens de prendre le pouvoir, ont immédiatement déclaré la guerre à l'ethnie russe, les ont traités d'orques, ont déclaré la guerre à l'Église orthodoxe russe, à la langue russe, à l'histoire russe, à la culture russe.
cherchant en fait un génocide ethnique, et sont ensuite passés à l'acte. Vous savez, ils ont tenté de s'emparer de la Crimée. Ils ont été stoppés net. Ensuite, ils ont fait un autre mouvement. Ils ont pris le contrôle de Mariupol. Quand on parle du viol de Mariupol, il s'agit du viol littéral, physique de Mariupol par ces nazis, ce qu'on appelle le bataillon Azov. Au cœur de leurs membres, il ne s'agit pas d'Ukrainiens de l'Ouest, mais de personnes de Kharkov, des hooligans de football qui ont adhéré à cette idéologie nazie. Ils sont venus à Mariupol, ont physiquement occupé la ville, puis ont violé les femmes de Mariupol, chassé les Russes, emprisonné les Russes et terrorisé les Russes, tout en construisant ce véritable édifice nazi. Vous savez, c'est la réalité. Et c'est contre cela que les habitants de Donetsk et de Lugansk se sont soulevés. Ils ont dit non. Maintenant, quand vous regardez la carte, comprenez qu'au début de ce conflit, la majorité de Lugansk était contrôlée par le gouvernement ukrainien. En gros, la ville de Lugansk et une partie du territoire immédiatement à l'ouest et au nord étaient sous le contrôle de la République populaire de Lugansk. Mais lorsque cette gang se gavatissait, en fait, lorsque l'opération spéciale a débuté, l'axe de la grande majorité de Lugansk en était rapidement prise. Nous fûmes dans le combat. Wagner a joué un rôle très important dans tout cela. Mais il y avait un coin de Luhansk qui était fortement fortifié par les Ukrainiens, vraiment fortement. Cela faisait partie de cette immense ligne défensive que les Ukrainiens avaient construite au cours de 8 années. 14. Attendez, est-ce que je me trompe dans mes calculs? Pas 14, 8. Calcul de marin. 8 ans. Et c'était vraiment bien retranché. Et les Russes, cela n'a jamais été pris. Et c'est là que le Kumetsuansk était strengthened. Ainsi, symboliquement, cela était très important pour la Russie et Luhansk, mais aussi pour Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Pour eux, vous savez, expulser le gouvernement ukrainien de Luhansk. Luhansk est désormais considéré comme faisant partie de la mère patrie russe. Mais pour vous montrer la réalité à laquelle ils sont confrontés, rien qu'aujourd'hui, je crois que le maire de la ville de Luhansk a été assassiné par des nationalistes ukrainiens. Ils ont tué les Ukrainiens maintenant parce qu'ils sont tellement en colère que les Russes aient capturé la totalité de la République de Luhansk. Attaque. Ils utilisent des missiles HIMARS et d'autres missiles pour attaquer des civils russes pour poursuivre leur terrorisme. L'opération antiterroriste lancée en avril 2014 se poursuit encore aujourd'hui. Le gouvernement ukrainien considérant les citoyens de Lugansk et de Donetsk comme des terroristes. Par conséquent, de leur point de vue, il n'y a pas de civils. Ils continuent de semer la mort sur des personnes innocentes. C'est pourquoi la Russie évoque la nécessité d'une zone tampon pour protéger les citoyens russes de ces actions criminelles. Mais c'est aussi décourageant, car désormais les habitants de Donetsk savent qu'ils seront les prochains. Et après Donetsk, ce seront les habitants de Zaporizhia, puis ceux de Kherson. Et l'autre chose, c'est que cela représente une fatalité pour les habitants de Dnipropetrovsk, car les Russes vont établir leur zone tampon. Sumy aura une zone tampon. Et si cela continue, je peux vous garantir que les Russes étendront probablement une zone tampon jusqu'à Mykolaïv et même jusqu'à Odessa d'ici la fin de tout cela. C'est une réalité. C'est le genre de réalité dont Poutine parle. Mais maintenant, ce ne sont plus seulement des mots. Nous avons désormais des actes. Nous avons vu les Russes, en fait, libérer physiquement la totalité de l'un des 4 nouveaux territoires. Je pense que cela fait simplement partie de l'inévitable, vous savez, de l'avancée dans laquelle la Russie s'est engagée. Est-ce qu'on considère cela, une fois tout terminé, comme l'une des plus grandes erreurs de la politique étrangère de, je suppose qu'on pourrait l'appeler, l'Occident collectif réuni,
comme dirait notre ami André Martineau. Pour ma part, oui. Je vois cela comme une énorme erreur. Regardons les Let's look at the regime change strategy used by the United States. La stratégie de changement de régime a été utilisée par les États-Unis avec un grand succès contre l'Irak, un grand succès contre la Syrie et un succès contre la Libye. Ils essaient de l'appliquer aujourd'hui en Iran, mais je pense que l'Iran et la Russie ont quelque chose de différent. Quelles sont les faiblesses de la Russie? Qu'est-ce qui a rendu la Russie vulnérable au changement de régime occidental? Tout d'abord, c'était la décennie des années 90. Cette décennie a brisé l'esprit russe et poussé de nombreux Russes à fuir le concept du régime de la mère patrie. Vous savez, ils sont tombés amoureux de l'Occident et se sont détachés de la Russie. Ils étaient donc déjà attirés par cette alternative occidentale. L'Occident a presque réussi. Si Eltsine n'avait pas cédé le pouvoir à Poutine au moment où il l'a fait, s'il avait essayé de s'accrocher au pouvoir 6 mois de plus, vous auriez assisté à l'effondrement total de la Russie immédiatement, et les objectifs et buts occidentaux auraient été atteints. La Russie se serait fragmentée en ses parties constitutives, et en pratique, la Fédération de Russie n'existerait pas telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais Poutine a inversé cette tendance. Et il y a eu du ressentiment depuis lors. Pourtant, même s'il a inversé la situation, Poutine a mené un combat difficile dès le début. D'abord, il luttait contre les oligarques occidentaux qui contrôlaient totalement l'économie russe. Et Poutine a dû pactiser avec le diable. Il l'a reconnu. Je veux dire, l'accord qu'il a conclu avec Khodorkovsky, je pense que c'était, vous savez, un grand magnat du pétrole. Il lui a dit, tu peux garder ton argent, mais tu dois le réinvestir en Russie. Tu ne peux pas tout sortir, mais tu dois rester en dehors de la politique. Je ne peux pas permettre que ton argent s'implique dans la politique russe. Et Khodorkovsky a désobéi. Il pensait pouvoir battre Poutine à son propre jeu, et Poutine l'a fait arrêter, a fait démanteler son empire, et l'a fait reprendre par l'État russe. Mais c'était un exercice d'équilibre constant avec les oligarques. Et cela a toujours été problématique, parce qu'avec les oligarques vient la corruption. Et vous savez, il y avait de la corruption partout en Russie. Et il y a toujours de la corruption partout en Russie. Beaucoup des structures politiques qui existent dans les provinces sont un produit des années 90. Elles sont un héritage des années 90. Poutine ne les a pas encore éliminées, parce que c'est presque une mission impossible dans des circonstances normales. L'autre chose que Poutine a dû faire, c'était d'essayer de construire un potentiel démocratique russe. Mais cela était presque impossible. Nous le savons, parce que en 1995, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Moscou, M. Mary, je crois que c'était son nom de famille, a rédigé ce que l'on appelle probablement aujourd'hui le télégramme long moderne, l'équivalent contemporain du télégramme long de George Kennan de George 46, qui a lancé ce qui allait devenir la politique de l'endiguement pendant la guerre froide. Il a rédigé un long télégramme condamnant les États-Unis pour leur soutien aveugle à Boris Eltsine. En octobre 1993, Eltsine a fait sortir des chars dans les rues pour bombarder le Parlement russe. Ce n'est pas démocratique. Et pourtant, nous avons redoublé de soutien envers Eltsine. Il a dit que nous étions en train de détruire la capacité de la Russie à construire des institutions démocratiques et que cela finirait par nous hanter. Et en effet, au moment où Eltsine est parti, il n'y avait plus d'institutions démocratiques significatives. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain nombre d'ONG financées par, vous savez, on me traitait de paranoïaque parce que je disais, eh bien c'est un système financé par l'USAID, la National Endowment for Democracy. On ne peut pas lui faire confiance. Oui, Scott, tu te laisses simplement avoir par la propagande russe. Eh bien maintenant,
on sait que c'est littéralement un changement de régime orchestré par le département d'État. Mais tu sais, ces systèmes existaient. Donc, chaque fois que Poutine essayait de construire une base démocratique, l'infrastructure était infiltrée par la CIA. Que penses-tu que Nemtsov était? Que penses-tu que Navalny était? Ce sont toutes des opérations de façade de la CIA, non pas conçues pour instaurer la démocratie, mais pour faire tomber Poutine. Et donc, en conséquence, la démocratie russe est fragile, et c'est une vulnérabilité, surtout à l'approche de la période de 2022. Jusqu'à 30% de la population russe soutenait Poutine uniquement tant qu'il maintenait le statu quo économique, ce qui signifie que Poutine ne pouvait jamais se détacher de l'Occident. Il n'a jamais pu se débarrasser des entreprises occidentales qui s'étaient profondément implantées en Russie dans les années 90 et avaient renforcé leur position pendant les 2 premières décennies. Si Poutine agissait, il remportait les élections avec des scores élevés, entre 50 et 60%. Mais si vous retirez 20%, 30% de soutien, alors Poutine ne gagne plus les élections, il les perd. Ainsi, Poutine avait les mains liées. L'erreur que nous avons commise, si nous voulions vraiment un changement de régime, a été de sortir de ce schéma. Nous aurions dû encourager les investissements occidentaux. Nous aurions dû être plus malins dans notre gestion des ONG. Mais au lieu de cela, nous avons précipité les choses. En 2012, Poutine a expulsé toutes les ONG, les qualifiant, à juste titre, de relais illégaux de gouvernements étrangers. En 2014, nous avons le coup d'État à Kiev, installant un mouvement nationaliste. Et regardez la naïveté de Poutine. Même à ce moment-là, il voulait la paix. Il a accepté les accords de Minsk. Il a accepté les négociations. Il a continué à le faire, malgré les violations des Ukrainiens, malgré le fait qu'il savait ce que les États-Unis préparaient. Il a suivi cette voie parce qu'il ne voulait pas de guerre. Avec le recul, nous avons commis une énorme erreur, car nous savons maintenant que Poutine n'était pas ce que l'Occident prétendait. Il n'était pas ce maniaque belliciste. C'était un dirigeant confronté à de graves problèmes internes en Russie, qui ne voulait pas de conflit avec l'Occident et était prêt à faire tous les compromis nécessaires pour éviter ce conflit. Mais nous avons forcé la question. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en imposant ces sanctions sévères, nous avons libéré Poutine. La première chose qui s'est produite, c'est que les oligarques ont perdu tout leur pouvoir. Poutine a dit « Merci beaucoup, je suis ravi de combler ce vide » et il l'a fait. Et il l'a fait d'une manière qui a désormais renforcé la base industrielle russe, de sorte qu'ils ne sont plus prisonniers des oligarques corrompus, mais désormais, non pas prisonniers, mais serviteurs d'une fusion entre l'État et l'industrie. Il y a encore de la corruption, mais elle est en train d'être éliminée. Je veux dire, les campagnes anticorruption menées par Poutine sont en train de l'éradiquer. Ainsi, on obtient des industries qui servent l'État efficacement, plus efficacement que tout ce qui existe en Occident. Deuxièmement, en imposant les sanctions et en créant une rupture totale avec l'Occident, c'est 20 à 30% de personnes qui disaient « Nous voulons l'Occident, nous croyons en l'Occident ». D'abord, environ 1 million d'entre eux ont fui. Tous les partisans de Navalny ont fui. La plupart sont revenus parce qu'ils sont allés en Occident et se sont dit « Mon Dieu, l'Occident c'est nul » et ils sont revenus en Russie en demandant pardon. Mais les autres, eux, se rangent désormais du côté de Poutine. Il n'y a absolument aucune opposition politique significative à Vladimir Poutine. Nous avons donc consolidé sa puissance, renforcé leur industrie de défense et permis à leur armée. L'un des grands enseignements de ce conflit a été la mobilisation de 300 000 soldats russes à l'automne 2022. Ce que la Russie a compris à ce moment-là, c'est que la corruption avait même infiltré les centres de mobilisation. Certains centres étaient efficaces et parvenaient à fournir des uniformes et des armes, mais d'autres n'avaient ni uniformes ni armes. Pourquoi?
parce que les commissaires corrompus avaient détourné cet argent à leur profit. Et maintenant, il était temps de le mettre en lumière. Et c'est un gros problème pour la Russie, car leur modèle de mobilisation pour faire face à une guerre contre l'OTAN repose sur la capacité de mobiliser plus d'1 million d'hommes en très peu de temps et de les envoyer sur le terrain. Et leur système était défaillant. La Russie l'a réparé. Ils ont corrigé leur formation. Ils ont corrigé leur éducation. Ils ont tout corrigé. Et ils sont russes. L'armée aujourd'hui est une machine parfaitement réglée, bien huilée, qui fonctionne à plein régime. Est-ce parfait? Rien ne l'est jamais. Mais c'est mieux que tout ce qui existe en Occident. C'est là l'erreur qu'a commise l'Occident, une erreur fondamentale. Aujourd'hui, la Russie s'est redécouverte. Elle est retombée amoureuse d'elle-même. Le patriotisme russe est réel. Il est sincère. Et il n'est pas superficiel. C'est un patriotisme lié à leur religion. La montée de l'Église orthodoxe en Russie est ici très importante. Cela est lié à une appréciation de leur culture et de leur histoire. Les éléments qui ont défini la Russie depuis plus de 1000 ans sont ceux auxquels le peuple russe croit aujourd'hui. Et ils sont plus unis que jamais, non seulement autour de la Russie, mais aussi autour de l'homme qui les dirige, Vladimir Poutine. Nous avons donc commis une erreur fatale en nous engageant dans ce conflit, car si notre but et notre objectif était d'affaiblir la Russie ou de la rendre d'une manière ou d'une autre plus conforme aux besoins, aux envies et aux désirs de l'Occident, nous avons échoué. Aujourd'hui, la Russie est totalement déconnectée de l'Occident. Elle est totalement autosuffisante et elle a créé un univers alternatif, un monde multipolaire peuplé par la Chine, l'Inde, le Brésil, presque toute l'Amérique du Sud, presque toute l'Afrique, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Le monde entre dans cette orbite. Et c'est l'échec massif des États-Unis, pas de la Russie. Et je pense que nous commettons la même erreur avec l'Iran. Plutôt que de profiter d'un président modéré qui était prêt à négocier et de nous infiltrer dans la société iranienne pour la faire tomber de l'intérieur, en jouant sur les penchants naturels d'un public pro-occidental, nous avons détruit toute possibilité pour un public pro-occidental de s'implanter aujourd'hui en Iran. Nous avons donné au régime théocratique un pouvoir qu'il n'avait jamais eu depuis sa fondation. Et l'Iran est aujourd'hui une nation plus forte. Nous avons donc commis là une erreur fatale, calquée en grande partie sur celle que nous avons faite avec la Russie. Pretty much modeled on the fatal mistake we made with Russia.